Est-ce que vous arrivez à voir? Ok. Alors, le cours est dénommé normes et protocoles. Donc, ce premier chapitre va permettre de définir ce que c'est que les normes et ce que c'est que les protocoles. Donc, c'est très important, pardon, pour pouvoir aborder la suite du cours. Donc, il y aura 2 chapitres concernant les normes. On aura quelques exemples de normes qu'on détaillera. Et les 2 derniers chapitres vont concerner aussi des exemples de protocoles qu'on verra aussi en détail. Alors, on va commencer par la première partie du chapitre qui parle sur les normes. Donc, une norme, c'est une action ou bien un résultat de cette action visant à rendre quelque chose de normal, c'est-à-dire habituel, acceptable ou conforme. Donc, une norme, ça permet de mettre d'accord toutes les personnes qui utilisent, par exemple, une certaine technologie. Et ça permet aussi d'homogénéiser l'utilisation, c'est-à-dire que tout le monde pourra se comprendre quant à l'utilisation de quelque chose. Donc les normes vont servir à mettre les gens d'accord sur la manière dont on utilise quelque chose. Donc ça peut être très varié. Ça c'est d'un point de vue global, parce que c'est qu'une norme, donc c'est quelque chose qui doit être conforme. Maintenant en communication, c'est l'ensemble des règles qui sont établies pour pouvoir communiquer. Donc si on veut communiquer, il faudra se mettre d'accord sur certaines règles pour pouvoir se comprendre. C'est comme par exemple se mettre d'accord sur la langue qu'on utilise quand on communique avec une autre personne. Si on utilise 2 langues différentes, on ne pourra pas se comprendre. Donc c'est ça, c'est ce que veut dire une norme dans le monde des communications. Maintenant, on normalise pour pouvoir offrir une certaine interopérabilité, pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources et pour assurer la pérennité des choix. Donc, si vous avez vu les vidéos concernant le cours, vous avez tout le détail concernant cela. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'explication. Donc, dans la vidéo où je présente le cours, il y a tous les détails. Vous êtes censé voir la vidéo et lire le cours. Maintenant, on doit savoir qui normalise, donc il doit y avoir des organisations qui doivent être neutres, qui doivent être élues par tout le monde pour qu'ils puissent émettre des normes. Donc, si par exemple on avait plusieurs, dans l'industrie par exemple, des télécommunications, il est inconcevable par exemple qu'une des industries de télécommunications normalise. Pourquoi? Parce que chacun voudra que sa technologie soit la plus utilisée, ou bien chacun voudra avoir le monopole. Donc il y a certains organismes de normalisation qui sont contrôlés par l'ONU, qui normalisent, donc c'est eux qui émettent les normes que doivent utiliser tous ces organismes en industrie. Donc on a par exemple l'ISO, l'IUT, l'IEC, on a aussi l'I3E et l'IETF. Donc il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus connus et c'est aussi les organismes qui émettent le plus de normes. Et concernant le monde des télécommunications, ce sont les organismes qui émettent le plus de normes aussi. Donc on verra dans ce cours les normes d'un point de vue réseau et télécommunications. Donc l'ISO, c'est un organisme de standardisation internationale. Donc c'est un organisme de standardisation internationale qui se situe à Genève, qui a été créé le 23 février 1947, qui dépend de l'ONU. Vous avez aussi le site pour pouvoir voir un certain descriptif des normes qui sont établies par l'ISO. Et aussi, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il regroupe des organismes nationaux de normalisation. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque pays, il y a un organisme qui existe, par exemple en Algérie, en France, en Allemagne, etc. Et chaque organisme national de normalisation, il dépend de l'organisme international de normalisation qui est l'ISO. Ces organismes nationaux aussi, ils ont leurs propres normes. Donc un organisme national, quand il émane des normes, elles sont utilisées au niveau national uniquement. Donc si par exemple l'Algérie, elle a son organisme de normalisation, toutes les normes qui émanent de cet organisme national ne seront reconnues
uniquement en Algérie, donc elles ne seront pas reconnues dans un autre pays. Et c'est la même chose aussi pour d'autres pays. Et c'est un organisme de normalisation qui émane des normes dans le domaine industriel et commercial. Donc, par exemple, l'ISO met en place des normes concernant les codes des pays, donc FR pour France, DZ pour Algérie, etc. Il émane aussi des normes concernant tout ce qui est industriel. Par exemple, des tailles spécifiques de certains objets, par exemple utilisés en mécanique, etc. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Ça émane aussi quelques normes en réseau. On verra par exemple une des normes les plus connues, c'est la norme 7498 qui détaille le modèle OSI. Donc le modèle OSI, c'est un modèle qui a été conçu en 1970 qui permet de décrire comment se passe une communication au niveau d'un réseau. C'est un modèle théorique, donc il permet uniquement de décrire comment se passe cette communication de manière théorique. C'est le fameux modèle à 7 couches. Donc vous avez 7 couches qui sont réparties du haut en bas, la couche application, présentation, session, transport, réseau, accès réseau et physique. Donc ce sont des couches, donc chaque couche elle a un certain rôle. Donc on verra aussi en détail ce modèle. Néanmoins c'était juste pour donner un exemple concernant une des normes qui sont établies par l'ISO. Donc ce modèle-là, c'est un modèle qui est très utilisé en communication. Il a été aussi implémenté de manière technique dans le cas du modèle TCP/IP. Donc TCP/IP, c'est un modèle pratique qui prend ses sources du modèle OSI et qui est utilisé en communication sur Internet. Donc on aura un chapitre dédié aux protocoles qui sont utilisés au niveau d'Internet. Donc on verra en détail aussi bien le modèle TCP/IP que le modèle OSI. Sachez juste que le modèle OSI permet de concevoir comment se passe une communication. Donc expliquer comment se passe la communication, les processus d'encapsulation, désencapsulation, etc. Ça on verra aussi en détail. Vous avez les couches basses qui sont les couches matérielles et les couches hautes qui sont les couches logicielles. Donc les couches matérielles, c'est la couche numéro 3, 2 et 1. La 4, 5, 6 et 7 sont les couches logicielles. Alors, on a parlé des organismes nationaux de normalisation. On va avoir quelques exemples. On a pour la France, l'AFNOR. On a pour l'Allemagne, DIN. On a pour le Royaume-Uni, BSI. On a pour le Japon GISC, on a pour les États-Unis ANSI, et on a pour l'Algérie l'IANOR. Donc il y a aussi d'autres organismes de normalisation concernant d'autres pays. On verra un peu en détail l'organisme algérien. Donc il a été créé en 1998 et se situe à Alger Centre. C'est l'organisme qui représente l'Algérie auprès de l'organisme de normalisation internationale ISO. Il a commencé à le représenter en 1976. Le site web pour pouvoir voir les normes qui sont établies par l'IANOR. Et il a un caractère industriel et commercial. Donc c'est aussi un organisme qui est sous la tutelle du ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement. Ses missions sont élaborer des normes algériennes, qui sont notées aussi NA, donc les normes algériennes, elles sont uniquement utilisées en Algérie. Elles ont aussi un caractère industriel. Il permet aussi d'assurer la veille sur l'évolution des normes, donc mise à jour des normes, les revoir, les actualiser, etc. Informer sur les normes, donc une campagne de sensibilisation et d'information aussi sur ces normes, qu'elles existent, comment les respecter, etc. Former et sensibiliser aussi, et certifier les produits aux normes algériennes, les systèmes de management et les personnes. Donc si par exemple on a un produit 100% algérien, on peut utiliser ces normes pour pouvoir les commercialiser. Mais sachez que ce sont des normes qui sont uniquement utilisées en Algérie. Donc c'est ce qu'on peut dire sur cet organisme-là. Donc vous voyez qu'on ne rentre pas énormément dans les détails, on donne juste un aperçu des organismes.
parce que c'est pas vraiment important et c'est pas l'objet du module. C'est pas un module où on va voir uniquement ces descriptions-là et ces dates, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'important. Néanmoins, c'est juste une introduction au prochain chapitre. Donc dans votre domaine aussi, quand vous êtes des gens de télécom, vous devez comprendre les normes, donc d'un point de vue définition, si on veut, et puis savoir comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il existe des organismes de normalisation qui émanent des normes, etc. Mais votre objectif, c'est de connaître les normes qui sont en relation avec votre domaine d'études. Maintenant, on va voir un autre organisme qui est l'IUT, ou bien UIT en anglais. C'est aussi un organisme international de normalisation qui a été créé en 1865. Il se situe aussi à Genève comme l'ISO. Il dépend de l'ONU, le site web aussi. Quant à cet organisme, il est chargé uniquement des questions relatives à la télécommunication. Donc, ce n'est pas comme l'ISO qui a un caractère commercial et industriel. Donc, l'IUT, ça permet de débattre sur tout ce qui est télécom. Donc, ça va émaner des normes concernant les télécommunications. Donc, les missions de l'IUT, c'est d'avoir des télécommunications toujours accessibles, disponibles partout et à la portée de tous. Aussi, l'IUT, elle est organisée en groupes de travail, en 3 groupes de travail pour être précis. Il y a un groupe qui traite des questions techniques de normalisation en télécommunication. Il y a un autre groupe qui traite sur la radiocommunication. Et il y a un autre qui traite sur le développement, c'est-à-dire promouvoir l'accès aux télécommunications dans les pays en voie de développement. Donc ça, vous voyez que ça concerne uniquement le monde des télécoms. Il y a aussi un autre organisme qui est l'ICE, qui est aussi un organisme de normalisation internationale qui a été créé en 1906. Il se situe aussi à Genève. Quant à cet organisme, il est chargé des domaines de l'électricité, de l'électronique, de la nanotechnologie et de l'électrotechnique. Donc on dit aussi que c'est un organisme qui est complémentaire à l'ISO, du moment qu'il traite des domaines que l'ISO ne traite pas. Bon, jusque-là, on a parlé de 3 organismes qui sont l'ISO, l'IUT et l'IEC. Donc ces 3 organismes-là sont des organismes internationaux de normalisation. Donc c'est des organismes qui sont, si on veut, approuvés. On va passer maintenant à l'I3E. L'I3E, ce n'est pas un organisme international de normalisation, donc il n'est pas approuvé, mais c'est plutôt une association d'ingénieurs électriciens et électroniciens. Donc c'est beaucoup plus un rassemblement de chercheurs, un rassemblement de personnes qui veulent émaner ou traiter sur des sujets concernant l'électronique, l'informatique et l'électrotechnique aussi. Il a été créé en janvier 1963. Il se situe aux États-Unis. Voilà, comme j'ai dit, il est constitué d'ingénieurs électriciens, d'informaticiens, de professionnels du domaine des télécommunications, le site web, et il est chargé des questions relatives aux télécoms et aux réseaux. Donc, pour résumer, il faut se dire que ce n'est pas un organisme de normalisation internationale, donc il n'est pas sous la régie de l'ONU par exemple. Donc c'est comme si on peut dire qu'on peut suivre les normes qui sont émanées par l'I3E ou pas. Donc ce n'est pas une obligation. Ça émet des normes dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, des télécoms et des réseaux. Ça organise aussi des conférences. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des conférences programmées par l'I3E, où tous les chercheurs exposent leur sujet de recherche, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont inventé, etc. Et de là, ils conçoivent leur propre nom. Donc c'est plus un rassemblement qu'un organisme qui est formel, qui est sous l'ONU, donc qui est officiel. Donc ce n'est pas un organisme officiel. Quelques exemples des normes qui émanent de l'I3E, on a la fameuse norme 802, qui est une norme qui est relative aux réseaux locaux. Donc il y a la 802.1 pour la gestion des réseaux locaux, la .1x pour sécuriser l'accès à un réseau local, la .3 qui concerne la couche média CSMA CD, donc c'est comment accéder au support, donc c'est une norme qui permet de décrire comment avoir accès au support dans le cas d'un réseau en bus. C'est écouter la porteuse, demander l'accès, etc. Je pense que vous l'avez vu dans le module de réseau en L3. La point 4, ça parle du réseau token bus, le réseau en bus. La point 5, elle parle du token ring. C'est une technologie qui est utilisée dans le cas des réseaux en anneau. Donc c'est comment
demander l'accès, l'utilisation du jeton, etc. On verra aussi ces concepts-là en détail, si vous voulez, dans les prochains chapitres. Celle-là concerne les réseaux métropolitains, ou bien réseaux à grande distance, les réseaux MAN. La point 11 concerne les réseaux sans fil et aussi la technologie Wi-Fi. On la verra aussi en détail dans le chapitre numéro 4. La point 15, elle concerne la technologie Bluetooth et Zigbee. Donc ces deux technologies sont utilisées dans le cas de réseaux personnels, qui sont de petits réseaux, où il y a une communication sans fil entre deux équipements. Donc elle peut être via une technologie Bluetooth ou bien Zigbee. Donc cette norme-là, elle va décrire comment se passe une communication via la technologie Bluetooth. Donc elle va décrire comment se passe une communication. La point 16 pour le WiMAX, qu'on va aussi voir en détail. C'est une technologie qui est utilisée dans le cas des réseaux MAN et ça permet une connexion haut débit sans fil, etc. Donc il y a aussi d'autres normes dans la 802. Celles-là sont les plus connues. Il y a aussi d'autres normes qui émanent de l'I3E. Il faut juste savoir qu'elles sont en relation avec l'informatique, l'électronique et les télécoms. On passe maintenant à l'IETF, qui n'est pas aussi un organisme de normalisation officiel, c'est aussi un regroupement de chercheurs. L'IETF, comme je l'ai dit, c'est un organisme de normalisation ouvert, informel, qui a été créé en 1986, qui se situe aussi aux États-Unis. Le site web pour pouvoir voir la liste des normes qui émanent de l'IETF. Donc l'IETF a pour objectif d'élaborer des normes concernant Internet, qu'on appelle RFC. Donc l'IETF, ça élabore uniquement des normes concernant le réseau Internet. Donc ça va par exemple élaborer des normes concernant les protocoles qui sont utilisés au niveau d'Internet, IP, TCP, HTTP, etc. Donc tous les protocoles qu'on utilise au niveau d'Internet, elles sont élaborées par cet organisme-là. Les normes qui sont élaborées par l'IETF sont nommées RFC. RFC pour Request for Comments. Donc c'est le nom de la norme qui est élaborée par l'IETF. Elle décrit les aspects et spécifications techniques du réseau Internet. Jusqu'à nos jours, il y a plus de 8900 RFC qui ont été élaborés. Donc aussi au niveau du site de l'IETF, vous pouvez voir la liste de toutes les RFC qui ont été créées. Vous pouvez aussi les télécharger, les lire, etc. Donc c'est des documents concernant une technique spécifique ou bien un protocole spécifique en relation avec Internet. Donc si vous avez par exemple, ici vous avez un exemple d'une RFC qui concerne l'IPv6, IPv6 qui est une amélioration de l'IPv4 qui permet un meilleur adressage que l'IPv4 d'un point de vue nombre d'adresses. On le verra aussi en détail. Donc cette RFC, chaque RFC elle a un numéro pour la désigner. Donc celle qui concerne l'IPv6, elle a pour numéro 1883. Donc elle se présente sous ce format-là. Donc vous avez en haut les noms des chercheurs qui ont contribué à l'élaboration de cette RFC, le titre, un petit résumé. Vous aurez les prochaines pages concernant plus de détails. Donc vous pouvez télécharger ces RFC en format TXT, en format page web ou en format PDF. Donc elles se présentent toutes de cette manière-là. Elles sont écrites que ça ressemble à un fichier bloc-notes. Voilà, maintenant on va se poser la question: quelle est la différence entre une norme et un standard? Donc il y a plein, dans les ouvrages par exemple, si vous lisez sur la normalisation, etc., vous verrez aussi bien parfois le mot norme et parfois le mot standard. Donc il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc toutes deux, ce sont des mots qui réfèrent à des documents qui permettent de décrire une technique, un protocole, un ensemble de règles, etc. La seule différence, c'est par quel organisme elles sont élaborées. Donc une norme, elle est établie par un organisme de normalisation officiel, comme les trois qu'on a vus au tout début, l'ISO, l'IET et l'ICE.
Quant à standard, c'est un document qui est établi par une entité privée autre qu'un organisme de normalisation. Donc les normes I3E et les normes IETF ne sont pas des normes, mais sont des standards. Pourquoi? Parce qu'elles sont établies par des organismes qui ne sont pas officiels, comme l'ISO, l'IET et l'ICE. Donc c'est la seule différence. D'ailleurs, les normes qui sont établies par l'IETF sont dénommées RFC plutôt que normes. Donc une RFC, c'est un standard et non pas une norme. Les normes I3E ou I102 qu'on a vues ne sont pas des normes mais des standards. Donc dire norme et dire standard va dépendre de l'organisme qui a élaboré ces normes ou bien ces standards. En anglais, il n'y a pas une différence, on dit standard pour les deux. Donc le mot standard fait référence aussi bien aux normes qu'au mot standard utilisé en français. Donc vous voyez que ce n'est pas une grande différence, mais ça peut prêter à confusion. Pour la petite anecdote, il y a chaque année, le 1er avril, au niveau de l'IETF, on élabore des RFC canulars, donc c'est des poissons d'avril, où on expose un protocole qu'on essaye par exemple de mettre en pratique dans le cas réel. Donc une des RFC c'est IP over Avian Carrier, IP par transporteur aviaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter le protocole IP en utilisant des pigeons voyageurs. Donc c'est la RFC numéro 1149. Vous pouvez la trouver aussi au niveau de la liste des RFC au niveau du site de l'IETF. Et c'est pas une RFC qui décrit proprement le protocole, c'est comme j'ai dit juste un poisson d'avril. Donc elle a été implémentée de manière technique et réelle en Norvège par des chercheurs norvégiens où ils ont collé au niveau de chaque pigeon un paquet ICMP. Un paquet ICMP c'est un ping, donc et sur une distance assez grande. Donc pour les résultats c'était des résultats très négatifs, disons. Il y avait beaucoup de pertes et beaucoup de paquets qui ne sont pas arrivés à destination. Tout ça pour dire que c'est absurde de vouloir mettre en pratique le protocole IP, car le protocole IP, c'est un protocole qui interagit aussi avec d'autres protocoles. Il y a des messages système, des messages d'acquittement, etc. qui permettent cette communication, disons, sans erreur, etc. Donc c'est juste pour le fun, mais c'est pas une RFC qu'on devrait par exemple utiliser dans le cas réel et étudier dans le cas réel. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote. Là, on a vu l'aspect norme. Dans la première partie du chapitre, on a vu ce que c'est qu'une norme, quels sont les organismes qui émanent des normes. Il y en a ceux qui sont officiels et ceux qui ne sont pas officiels. Les normes élaborées par les organismes officiels sont appelées normes et par les organismes non officiels comme l'I3E et l'IETF sont appelés standards. Donc c'est tout ce qu'il faut à peu près retenir de cette première partie. Maintenant on va voir les protocoles. Donc l'intitulé du module c'est normes et protocoles. Donc il faut aussi voir la description des protocoles. Donc avant cela, il faut d'abord décrire un réseau. Un réseau, c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux. Les équipements peuvent être des terminaux, donc ceux qui reçoivent l'information de manière définitive, un PC, un smartphone, etc. Il y a aussi les équipements intermédiaires qui sont des équipements qui permettent d'interconnecter plusieurs réseaux entre eux et de servir de relais quant à la transmission au niveau d'un réseau, comme un routeur, un switch, un hub, etc. Donc tout dépend aussi le cas d'utilisation. On verra aussi en détail, je pense, tous ces aspects-là. Il faut juste retenir qu'un réseau, c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux. Aussi, ils sont reliés entre eux via des moyens de transmission filaires ou sans fil, donc les câbles coaxiaux, RJ45, paire torsadée ou bien une liaison sans fil, etc. Alors, on a une communication au niveau d'un réseau. On a par exemple ce réseau local qui est constitué de 3 PC, PCA, PCB et PCC. Il y a PCA qui veut communiquer avec le PC numéro C et il veut lui envoyer un fichier. Il élabore son fichier et il l'envoie.
PCC lui dit « Merci, bien reçu ». Donc, PCC a reçu le fichier qu'a envoyé le PCA. Donc, la transmission a été correcte au niveau de ce réseau. Maintenant, on a, au niveau de cet autre réseau local, on a aussi 3 PC. On a le 1, le 2 et le 3. Le PC2, il veut communiquer avec le PC1, il veut lui envoyer un fichier. Donc, regardez, tenez compte du format du fichier. Donc, on avait au niveau du premier réseau, le fichier est représenté par un document blanc. Et là, c'est plus un post-it jaune. Voilà. Donc, il veut lui envoyer un fichier. Il va le lui envoyer. PC1 va dire Thank you, well received. Donc, vous remarquez aussi qu'au niveau du PC, du premier réseau, on parle en français. Du second, on parle en anglais. Maintenant, voilà, le fichier a été reçu. Maintenant, on veut communiquer entre ces deux réseaux. PC3, il veut communiquer avec PC2. Il va parler sa propre langue. Il va préparer son fichier qu'il va envoyer à PC2 via la liaison qui existe entre les deux réseaux. PCB va lui dire « Je ne comprends pas ». Donc, il ne recevra pas le message. Donc là, il y a un problème. On a deux réseaux qui parlent deux langues différentes. Donc ça, c'est juste pour illustrer. Hein. Donc, on a... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau du premier réseau, il y a une certaine technologie de communication qui est utilisée. Dans le second, il y a aussi une autre technologie qui est utilisée. Donc, si on veut, on n'utilise pas les mêmes règles de communication. C'est pour ça qu'au niveau d'une communication entre ces deux réseaux qui utilisent deux technologies différentes, la communication ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre au niveau du réseau. Donc ça, c'est un problème. Une des solutions qui peuvent être proposées, c'est de mettre en place un traducteur de protocole, traducteur de langue. Donc, tout message qui est en anglais, par exemple, par le second réseau, va être traduit par un message en français pour qu'il puisse être compris par les PC du premier réseau. Donc, PC3, il va essayer de communiquer avec PCB, il parle toujours en anglais, il va préparer son fichier, il va l'envoyer, il va passer par ce traducteur. Ce traducteur, il va faire l'opération de traduction, il va envoyer le fichier à PCB et PCB va recevoir de manière correcte le document. Remarquez aussi le format du document. Donc le traducteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi traduit le format du document du second réseau à celui du premier réseau. Donc il a créé en quelque sorte une certaine correspondance entre les deux réseaux. Donc ça, c'est une des solutions qu'on peut envisager. Néanmoins, ce n'est pas la solution qui est la plus optimale. Pourquoi? Parce que si on avait plusieurs langues qui existent, il faudrait mettre en place plusieurs traducteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est absurde d'un point de vue réseau, surtout si on parle par exemple du réseau Internet, qui est un réseau extrêmement grand. Donc créer tous ces traducteurs de protocoles, ça va être quelque chose d'absurde. Il peut y avoir aussi certaines langues qui émergent. Donc ce n'est pas une solution qui est assez optimale. Il faut donc utiliser une seule langue. La langue en réseau, c'est le protocole, vous l'avez compris. Donc il faut uniformiser les règles de communication au niveau du réseau. Donc ces règles-là sont dénommées par protocole. Donc c'est un protocole, c'est une convention, c'est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données décrits de manière formelle. C'est la grammaire du dialogue entre deux entités qui communiquent. Il peut définir par exemple la structure et l'ordre dans lequel les informations sont transmises. Donc un protocole va par exemple envoyer ses données par bit, par mot, par bloc. Si, l'essentiel, c'est d'utiliser le même protocole. Pourquoi? Parce que si par exemple au niveau d'un protocole, j'envoie mes données par mot, et ces mots-là ont une certaine taille d'un point de vue donné, si j'envoie à un autre PC qui utilise un autre protocole, il ne pourra pas déchiffrer les mots que je suis en train de lui envoyer par exemple, d'où la communication qui ne pourra pas aboutir vu qu'on utilise deux formats et deux structures de données différentes au niveau du réseau. Ça permet aussi de définir la synchronisation entre émetteur et récepteur. Dans certains protocoles, c'est par exemple émetteur et récepteur, ça va aussi dépendre du type de réseau. Il y a des réseaux où on a client-serveur
pair à pair, etc. Donc au niveau d'un réseau, par exemple, c'est toujours le serveur qui communique. Donc si on se met d'accord qu'il y a uniquement le serveur qui communique, donc aucun client ne pourra communiquer avant que le serveur ne lui lance, par exemple, une requête. Si on a pair à pair aussi, on aura un certain équilibre quant à la communication au niveau des pairs, au niveau du réseau. On aura, par exemple, un certain ordre. Par exemple, il y aura des PC qui auront la priorité de communiquer par rapport à d'autres. Donc si on se met d'accord sur ce mode de synchronisation, il n'y aura aucun problème au niveau de la communication. Par contre, si les différents PC utilisent différents protocoles, donc il y aura une différente synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Donc on ne pourra pas se comprendre et on ne pourra pas savoir qui devra commencer la communication en premier. Les règles de priorité aussi. La façon dont seront détectées et corrigées les erreurs de transmission. Donc il y a dans certains protocoles où on corrige les erreurs qui sont détectées, on retransmet aussi l'information. Dans d'autres protocoles, on ne le fait pas. Donc il faut se mettre d'accord aussi sur le même protocole pour pouvoir savoir si on corrige les erreurs ou pas, etc. Aussi les procédures à suivre en cas d'incident aussi. Donc retransmettre, ne pas retransmettre, fermer la connexion, la réouvrir, etc. Donc il faut aussi utiliser un protocole qui est semblable au niveau de tous les équipements qui désirent communiquer entre eux, etc. Un protocole, il peut être implémenté de manière matérielle ou bien logicielle. Matériel veut dire qu'il est implémenté au niveau d'un circuit électronique. Ce qui est bien dans le cas d'un protocole matériel, c'est qu'il n'est jamais défaillant, il est plus optimal qu'un protocole décrit de manière logicielle. Néanmoins, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le mettre à jour, etc. Parce que si on l'implémente au niveau d'un circuit électronique, il est figé. Donc on ne peut plus le changer, quitte à reconcevoir ce protocole de manière matérielle. Quant à un protocole logiciel, c'est un programme informatique, donc on peut le mettre à jour, on peut ajouter des choses, supprimer des choses, etc. Donc il est plus, si on veut, maniable. Donc dans le cas réel, c'est pas uniquement un protocole qui est utilisé pour une communication, mais c'est plutôt un ensemble de protocoles qui s'entraident entre eux pour pouvoir créer cette communication. Pourquoi? Parce que au niveau d'une communication, si par exemple vous voulez envoyer un mail, il doit y avoir par exemple des protocoles qui s'assurent déjà de la transmission de bout en bout entre l'émetteur et le récepteur, des protocoles qui permettent d'afficher le mail, le format, etc. Des protocoles qui sont responsables par exemple de l'extraction du mail au niveau du serveur, etc. Donc il n'y a pas uniquement un seul protocole qui est, si on veut, décrit pour qu'il puisse mettre en place toutes les règles qu'on utilise au niveau de la communication, mais il y a plusieurs protocoles qui opèrent entre eux pour pouvoir créer une communication. Donc dans le cas pratique, c'est l'utilisation du modèle TCP/IP, qui est un modèle qui est basé sur le modèle OSI qui émane de l'ISO. Donc OSI, c'est une norme, et TCP/IP, c'est protocole. Donc là, on peut aussi voir quelle est la différence entre protocole et norme. Donc norme, c'est plus théorique. Protocole, c'est une implémentation d'une norme. Voilà. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'une norme, c'est un document qui décrit un protocole. Par exemple, une RFC, on dit qu'une RFC décrit toutes les techniques et protocoles qui sont utilisés au niveau d'Internet. Donc RFC, c'est le standard, donc c'est la norme qui n'est pas officielle. Quant au protocole qui est décrit dedans, au niveau de cette RFC, c'est le protocole. Donc on peut aussi voir là la différence entre une norme et un protocole. Alors le modèle TCP/IP, c'est un modèle qui est basé sur l'ISO. Donc vous avez les 7 couches. Les 3 couches qui sont en haut, elles sont uniformisées en une seule couche au niveau du modèle TCP/IP qui s'appelle couche application. Donc tous les rôles qui sont utilisés au niveau de la couche application, présentation et session sont faits au niveau de la couche application. Donc on a regroupé
ces 3 couches théoriques en une seule. La couche transport, c'est la même. La couche réseau, c'est aussi la même, sauf qu'elle change de nom. Elle s'appelle couche Internet. Pourquoi? Parce que TCP/IP, il opère au niveau du réseau Internet. La couche liaison et la couche physique, elles sont aussi regroupées en une seule couche qui est appelée couche accès réseau. Donc, tout ce qui est fait au niveau de la couche liaison et physique, il est fait au niveau d'une seule couche, au niveau de TCP/IP, qui est la couche accès réseau. Au niveau de chaque couche, au niveau du modèle TCP/IP, il y a un ensemble de protocoles qui sont d'un ensemble de protocoles qui sont au niveau de chaque couche. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi pile protocolaire. Pile pour dire il y a un ensemble de couches, une superposée sur l'autre. Et protocolaire, pourquoi? Parce que c'est un ensemble de protocoles qui sont utilisés pour permettre la communication au niveau d'Internet. Alors, quelques exemples de protocoles au niveau de la couche application. On a le protocole HTTP qui permet l'accès aux pages web via un navigateur. HTTPS, c'est une version plus sécurisée de HTTP. Pourquoi? Parce qu'il utilise aussi un autre protocole de sécurité qui est SSL. Donc ça permet un chiffrement des pages web, ça permet une authentification, etc. Ça permet néanmoins l'utilisation de certificats numériques pour pouvoir attester si une cible elle est de confiance ou pas. On verra aussi en détail tous ces protocoles au niveau du 5e chapitre concernant les protocoles sur Internet. Il y a le protocole FTP qui permet le transfert de fichiers. Donc ça permet le téléchargement et le téléversement. Téléchargement, c'est le transfert d'un fichier ou bien d'une donnée du serveur vers le client. Donc un client télécharge une donnée depuis le serveur. Téléversement, c'est l'inverse, c'est le transfert d'une donnée du client vers le serveur. C'est l'upload. Donc si je mets une vidéo sur YouTube, c'est que je suis en train, moi qui est client, je suis en train de transmettre une donnée du client vers le serveur de YouTube par exemple. Il y a le TFTP qui est une version plus simplifiée du protocole FTP. Ça permet un transfert de fichiers rapide. Donc il est utilisé dans le cas de petits fichiers. On verra par la suite quelle est la différence entre TFTP et FTP. Il y a le protocole DNS, c'est un protocole qui permet de traduire un nom de domaine en une adresse IP. Donc c'est par exemple traduire un nom de domaine qui est par exemple google.com en une adresse IP. Pourquoi? Parce que si on veut communiquer avec un serveur au niveau d'Internet, on est supposé connaître son adresse IP. Du moment que l'utilisateur final qui est l'internaute au niveau d'Internet, il n'est pas censé connaître toutes les adresses IP avec lesquelles il interagit. Donc il y a un protocole qui permet de traduire les noms de domaine en adresse IP. Donc c'est plus facile de retenir le mot google.com que l'adresse IP du serveur où est hébergé Google ou bien un autre site. Il y a le protocole DHCP qui est un protocole qui permet d'attribuer une configuration réseau à une machine de manière automatique. Configuration réseau veut dire lui attribuer une adresse IP, un masque, une adresse de passerelle par défaut, une adresse de DNS par défaut, etc. Donc elle permet cette attribution de manière automatique, c'est-à-dire que par exemple quand j'allume mon PC, quand je désire me connecter à Internet, je ne suis pas censé configurer ma propre machine pour pouvoir accéder à Internet. Donc je ne mets pas une configuration qui est statique, mais plutôt j'utilise le protocole DHCP qui lui-même m'attribue une adresse IP que je pourrais utiliser pour pouvoir naviguer sur Internet. Il y a le protocole Telnet qui est un protocole qui permet une communication avec une machine à distance. La communication c'est plus des configurations. Donc si par exemple je suis au niveau d'un réseau que j'administre, s'il y a un problème par exemple au niveau d'un routeur ou bien d'un commutateur, et je ne suis pas au niveau du site du réseau, je ne suis pas présente de manière physique au niveau du réseau, si je suis par exemple loin ou ailleurs, je peux utiliser le protocole Telnet pour pouvoir configurer à distance mon équipement en cas de panne ou en cas d'un problème qui survient au niveau du réseau. SSH, c'est une version plus sécurisée de Telnet du moment qu'elle permet une communication à distance de manière sécurisée. Donc elle chiffre
le flux qui est envoyé entre la machine qui configure et la machine à configurer. Donc ça permet plus de sécurité. SMTP, c'est un protocole qui est en relation avec le courrier électronique. Ça permet le transfert du courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. SNMP, ça permet de gérer des équipements réseau. Donc c'est un protocole qui est utilisé par les administrateurs réseau quant à la gestion des équipements. IMAP, c'est aussi en relation avec la messagerie. Ça permet à un client d'accéder à son courrier électronique directement depuis les serveurs de messagerie. Et on a aussi POP, qui est aussi en relation avec la messagerie. Ça permet de récupérer du courrier situé sur un serveur de messagerie électronique. Donc ça, il y a d'autres protocoles au niveau de la couche application, mais ceux-là sont les plus connus et les plus utilisés. Alors, couche transport, on a TCP et UDP. Donc TCP, c'est un protocole de transport qui permet une communication de bout en bout de manière fiable et en mode connecté. Donc mode connecté veut dire que j'envoie la donnée uniquement si le récepteur m'autorise. Donc il y a un certain établissement de connexion avant de pouvoir envoyer les données de bout en bout. Et fiable, pourquoi? Parce que ça permet d'envoyer une donnée de manière sûre, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune perte de paquet. Dans le cas où il y a une perte de paquet, je retransmets mon fichier. Donc par exemple, au niveau de FTP, qui est au niveau de la couche application, c'est TCP qui est en relation avec FTP. Pourquoi? Parce que FTP, c'est utilisé dans le cas de grands fichiers. Donc plus le fichier est grand, plus il y a des risques que le fichier n'arrive pas à 100% à bout, contrairement à TFTP qui utilise UDP. UDP, c'est aussi un protocole de transmission de bout en bout qui est non fiable et non connecté. Donc, il n'y a pas un établissement de connexion avant l'envoi des données. Donc, j'envoie les données de manière directe et non fiable. Pourquoi? Parce qu'il ne retransmet pas les paquets qui sont perdus. Les avantages d'UDP, c'est que c'est un protocole qui est plus rapide au niveau de la communication. Et il est aussi utilisé dans le cas des données qui sont au niveau du réseau infini. Donc vous avez par exemple le streaming en direct, vous avez la vidéoconférence. Donc au niveau de la vidéoconférence, même s'il y a des paquets qui sont perdus, je ne les retransmets pas. Pourquoi? Parce que si je commence à les retransmettre, j'aurai plus ce côté vidéoconférence, j'aurai plus ce côté direct, c'est-à-dire qu'il y aura pas... il y aura après un délai qui sera créé, donc on n'aura pas ce direct. Si on est en train de faire un streaming en direct, ou bien un live, si je commence à retransmettre aussi, j'aurai pas cet aspect direct. Donc je commencerai à transmettre des données qui font partie du passé et qui sont plus d'actualité pour l'utilisateur qui est en train de regarder ce direct. Donc c'est une manière de communication plus rapide. Donc c'est pour ça qu'on privilégie UDP, contrairement à TCP dans le cas des transmissions du style vidéoconférence ou bien streaming, et aussi dans le cas par exemple de TFTP qui permet le transfert de petits fichiers. Donc quand c'est vraiment un tout petit fichier, on a plus de chances qu'il arrive sans perte que dans le cas d'un grand fichier où on est obligé d'utiliser TCP. Pourquoi? Parce que si on envoie un fichier qui n'est pas disons à 100% reçu, c'est-à-dire que s'il y a des paquets qui manquent, donc le fichier ne pourra pas être ouvert. Donc c'est le cas par exemple d'un fichier par exemple PDF, d'une image, d'une vidéo qu'on veut envoyer. Donc si on ne l'envoie pas de manière complète, c'est-à-dire à 100%, on ne pourra pas utiliser ce fichier. Voilà les deux protocoles qui sont utilisés au niveau de la couche transport. Donc ils vont les deux dépendre de la nature de la donnée qu'on veut envoyer. Couche Internet, on a le protocole IP, ARP, ICMP et IGMP. Donc IP, c'est le protocole qui est considéré comme protocole cœur du réseau Internet. C'est un protocole qui interagit avec tous les protocoles qui font partie de la pile TCP/IP. C'est un protocole qui permet aussi l'adressage IP, c'est-à-dire le format de l'adresse IP, le type d'adresse IP, etc. Donc tout cela est détaillé au niveau du protocole IP. Ça permet aussi le routage. Donc chaque routeur implémente à son niveau un protocole de routage qui est en relation avec IP aussi. Et ça permet aussi l'acheminement des paquets.
Donc c'est aussi dans le cas du routeur. Et on sait aussi que le routeur, c'est un équipement de niveau 3, donc il se situe au niveau de la couche Internet. Donc il utilise les protocoles qui sont au niveau de la couche Internet, et parmi les protocoles qu'il utilise, c'est le protocole IP. ARP, c'est un protocole qui permet la traduction d'une adresse IP en une adresse MAC, donc ça permet la traduction d'une adresse logique en une adresse physique. Donc on verra aussi en détail pourquoi il y a cette traduction d'adresse logique en adresse physique dans le chapitre numéro 5. C'est aussi considéré comme un protocole qui fait partie aussi bien de la couche Internet que la couche accès réseau. Pourquoi? Parce qu'il permet une traduction d'une adresse logique, donc elle est présente au niveau de la couche Internet, et une adresse physique qui est présente au niveau de la couche accès réseau. On dit parfois que ARP c'est un protocole qui est de niveau 2,5, c'est-à-dire qu'il est entre la couche Internet et la couche accès réseau, donc il est au milieu. ICMP, c'est un protocole qui permet l'envoi de messages de contrôle et d'erreur. Donc au niveau par exemple d'une communication, s'il y a des paquets qui sont perdus, ICMP va nous dire quelle est la raison de cette perte. Soit que le routage n'est pas configuré, soit que la machine distante n'est pas allumée, soit qu'il y a un problème de congestion au niveau du réseau, etc. Donc ça va nous donner un certain nombre de détails concernant les erreurs qui surviennent au niveau du réseau. Un des cas d'utilisation du protocole ICMP, c'est le fameux ping. Donc quand on ping une machine, on veut juste s'assurer si elle est allumée ou pas. IGMP, c'est un protocole qui permet la gestion des groupes de multidiffusion. Donc les groupes de multidiffusion, ce sont des groupes qui communiquent entre eux. Donc quand on a une adresse de multidiffusion, si on envoie un paquet à cette adresse de multidiffusion, c'est comme si on a envoyé ce paquet à tous les membres du groupe de cette adresse de multidiffusion. Donc les groupes, d'abord on les crée, c'est-à-dire qu'on utilise une adresse de multidiffusion, c'est une adresse IP, c'est un type d'adresse IP au niveau d'IPv4, on verra aussi en détail. Et on inscrit des membres au niveau de ce groupe, et dès qu'on envoie un message au niveau de l'adresse de ce groupe, c'est tous les membres du groupe qui vont recevoir cette donnée. Un cas d'utilisation des groupes de multidiffusion sont les routeurs. Dans le cas pratique, on inscrit tous les routeurs d'un réseau dans un groupe de multidiffusion, et on fait en sorte que tous les messages que s'échangent les routeurs entre eux, donc les messages de routage qui sont des messages système, donc ils seront uniquement présents au niveau de ce groupe de multidiffusion. Pourquoi? Pour ne pas avoir par exemple un équipement terminal au niveau du réseau qui aura à recevoir des paquets concernant le routage. Donc ça va plus créer un encombrement et une congestion au niveau du réseau. Donc un des cas d'utilisation, c'est regrouper tous les routeurs au niveau d'un réseau au sein d'un même groupe où ils pourront s'échanger des données système. On verra aussi en détail tous ces protocoles dans le chapitre numéro 5. On donne juste ici un aperçu et un cas d'utilisation des protocoles. Dans accès réseau, on a plus des technologies que des protocoles. On a Ethernet, on a PPP, on a Token Ring, on a Wi-Fi, on a HDLC, etc. Donc, ceux-là ne font pas partie de la pile protocolaire, ce ne sont pas des protocoles. Donc, Ethernet, c'est une technologie de réseaux locaux. C'est-à-dire, c'est un format de trame Ethernet, etc. PPP, c'est une technologie qui est utilisée entre deux routeurs. C'est pour une communication de bout en bout. Donc PPP, c'est Point-to-Point Protocol. Token Ring, c'est aussi une technologie qui est utilisée au niveau d'un réseau nano. C'est une technologie qui n'est plus utilisée de nos jours. Et Wi-Fi, c'est une technologie sans fil. Donc ceux-là sont plus considérés comme étant des technologies que protocoles. Elles sont au niveau de la couche accès réseau, donc au niveau d'une couche matérielle. Maintenant, pour clore ce chapitre, il faut connaître quelle est la différence entre une norme, un standard et un protocole. Voilà, donc il y a une certaine... ces trois mots sont en relation entre eux. On a déjà vu quelle est la différence entre une norme et un standard. On a dit qu'une norme, c'est un document qui est élaboré par un organisme officiel, ISO, IET, ICE. Et standard, c'est un document qui est élaboré par un organisme informel, non officiel, comme l'I3E et l'IETF. Maintenant, la différence entre ces deux et un protocole. Donc, une norme, c'est
un document officiel qui peut définir et décrire un protocole. Dans le cas par exemple des normes qui sont élaborées par l'ISO, on a par exemple la norme ISO 3309 qui décrit le protocole HDLC, qui lui est un protocole de niveau 2 selon le modèle OSI. Donc au niveau de cet exemple, la norme 3309 c'est la norme, donc c'est ce que veut dire le mot norme, donc c'est le document. Quant à HDLC, c'est le protocole qui est décrit au niveau de cette norme. La même chose pour standard. Donc standard, c'est un document non officiel qui peut définir et décrire un protocole. On a par exemple les RFC, on a la RFC 791 qui décrit le protocole IP. Donc RFC 791 c'est le standard, tandis que IP c'est le protocole qui est décrit au niveau de ce standard. On peut aussi dire qu'une norme c'est un protocole normalisé et un standard c'est un protocole standardisé. Donc normes et standards sont juste les documents qui décrivent un des protocoles. Donc normes et standards, ça se différencie au niveau de l'organisme qui élabore ces documents. Donc il faut retenir que c'est des documents officiels ou pas. Et protocoles, ce sont les règles, les technologies qui sont décrites au niveau de ces documents. Voilà donc pour le premier chapitre. On a compris ce que c'est que norme, on a compris ce que c'est que protocole, on a vu certains exemples. On pourra donc aborder dans les chapitres qui suivent certains exemples de normes et de protocoles, tout en comprenant quel est le sens du mot norme et quel est le sens du mot protocole. Maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions, si vous avez des questions ou s'il y a certaines ambiguïtés. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez parler. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez parler, vous pouvez interagir, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc il faut retenir que il faut pas vraiment, donc je vous impose pas par exemple de connaître les dates de création des organismes ou bien le nom de tous les organismes, ça veut dire ISO, qu'est-ce que c'est que I, qu'est-ce que c'est que S, qu'est-ce que c'est que O, pardon. Donc c'est pas un module où vous allez apprendre, donc c'est pas le cas. On n'est pas censé apprendre tout ce qui est historique, tout ce qui est description d'organismes, etc. Il faut juste comprendre. Donc, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est le dernier slide, par exemple, la différence entre normes, protocoles et standards, c'est tout. Et il faut aussi comprendre les protocoles. Par exemple, HTTP, je ne vous demande pas aussi de me donner que veut dire H, que veut dire T, que veut dire T, que veut dire P. Vous voyez, il faut juste comprendre le sens et l'objectif d'un protocole, c'est tout. Néanmoins, on va aller voir aussi en détail au niveau du 5e chapitre. Alors, j'ai aussi enregistré cette séance que je vais aussi vous partager. Donc, pour les personnes qui ne sont pas présentes, elles peuvent revoir la vidéo. On a 18 participants sur à peu près 49. Vous êtes 49 dans la section. Donc, vous pouvez poser vos questions soit maintenant, soit après, via des mails, via des commentaires, etc. Donc, sur toutes les plateformes que je vous ai données. Donc, j'attends toutes vos questions. Voilà. Du moment que c'est clair, c'est super. Il faut juste retenir les points clés. Et c'est pas un module vous allez apprendre. Aussi au niveau de cette année, puisque on le fait en ligne, même s'il y aura reprise, on va continuer, je pense, en ligne, parce que c'est un module de découverte. Donc vous n'aurez forcément pas d'examen avec moi. Mais on va faire... on va s'entendre sur une manière d'évaluation. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas la peine d'apprendre. Vous ne serez pas évalué de manière écrite. On va voir, on va peut-être proposer des projets, des exercices à remettre en groupe, etc. Donc ça sera plus quelque chose, des exercices complémentaires au cours. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas censé apprendre. Vous êtes juste censé comprendre et connaître. Donc module normes et protocoles. Donc déjà normes, c'est un domaine qui est très vaste. Donc il peut être étudié au niveau de différents secteurs.
Dans le cas des télécoms, on va uniquement voir les normes et protocoles qui sont en relation avec votre domaine. Et on verra aussi certains protocoles au niveau réseau et informatique. Voilà, on ne va pas rester uniquement sur tout ce qui est télécom. Vous aurez aussi toutes ces deux années pour pouvoir voir en détail tout ce qui est normes au niveau du domaine des télécommunications vu l'intitulé de votre master. Donc on va plus se baser sur ce qui est un peu réseau et informatique. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, voilà, la séance est terminée. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Et vous pouvez interagir aussi. De rien. Vous pouvez parler, hein. Il n'y a pas de problème. De rien, donc merci d'avoir assisté déjà aussi, de m'avoir écouté. Voilà, donc prochaine vidéoconférence, ça sera vers la fin du second chapitre. Donc on va aussi mettre des vidéos concernant le second chapitre, le détail du cours, que vous devrez lire et voir les vidéos. Puis on fera une séance où on représentera de manière rapide le chapitre et puis libre à vous de poser vos questions. Voilà, donc ça sera cette méthode qui sera... Oui, Madame, s'il vous plaît, vous pouvez changer la plateforme parce qu'il y a beaucoup de coupures. C'est-à-dire qu'il fait changer la plateforme. C'est celle qui a été demandée par l'USTHB. Donc on a basculé de WebEx vers Google Meet. Ah, d'accord. Merci. Mais c'est enregistré, ok? Merci, madame. Donc vous pourrez revoir la vidéo, vous pourrez entendre ma voix sans coupure, je pense. Donc c'est mieux que j'enregistre moi que vous. D'accord, merci. Je sais pas, si vous voulez qu'on change de plateforme, vous pouvez me proposer une plateforme où il y a moins de coupures, c'est comme vous voulez. Voilà, donc la séance est terminée. Sauf si vous avez des questions. Apparemment, il n'y a pas parce qu'il y a plein qui commencent à quitter. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.